Alors, qu'est-ce que l'art? C'est une question immense. Et aujourd'hui, on va s'y attaquer, mais pas de la façon dont on pourrait s'y attendre. On va surtout déconstruire une image, une idée reçue qu'on a tous en tête, celle du génie seul dans son atelier. Et on va voir que c'est peut-être en fait le plus grand mythe de toute l'histoire de l'art. Quand on pense à un chef-d'œuvre, disons la Joconde, on pense forcément à Léonard de Vinci. Pour les Demoiselles d'Avignon, c'est Picasso. C'est automatique. Le nom de l'artiste est collé à son œuvre. Mais et si ce n'était qu'une toute petite partie de la vérité? Et si le vrai créateur, ce n'était pas juste une seule personne, mais quelque chose de bien plus grand? À cette fameuse image d'Épinal, on la connaît tous. L'artiste, seul face à sa toile, un peu maudit, attendant l'inspiration divine, l'éclair de génie qui va lui permettre de créer une œuvre absolument pure, comme sortie de rien. C'est une vision très romantique qui nous plaît beaucoup, c'est vrai, sauf qu'elle cache une réalité bien plus complexe. Et cette idée de pureté, elle ne sort pas de nulle part. Elle vient d'une théorie assez radicale du 19e siècle, l'art pour l'art. En gros, des gens comme Théophile Gautier disaient que pour être vraiment beau, l'art ne devait servir à rien. Rien du tout. Sa valeur, c'était justement son inutilité, le fait d'être complètement à part de la vie de tous les jours. L'art pour le plaisir de l'art, déconnecté de tout, que ce soit social ou politique. Ok, mais maintenant, tirons un peu sur ce rideau romantique. Qu'est-ce qu'on trouve derrière? Eh bien, pas un individu seul, non, mais tout un écosystème, tout un monde caché qui est absolument essentiel à la création. Et c'est là que la sociologie entre en scène et vient littéralement tout chambouler. Ce grand chamboulement, on le doit notamment à un sociologue, Howard S. Baker, et son concept des mondes de l'art. L'idée est assez simple, mais révolutionnaire. Pour lui, une œuvre d'art, ce n'est jamais le produit d'une seule personne. C'est toujours le résultat d'une activité collective d'un immense réseau de gens qui coopèrent. L'artiste, bien sûr, est au centre, mais il n'est qu'un maillon, une pièce d'un puzzle beaucoup plus vaste. Alors concrètement, à quoi ça ressemble cette chaîne de coopération? Eh bien, imaginez. Tout commence avec les gens qui fabriquent les matériaux, la toile, les pinceaux, les couleurs. Sans eux, pas de peinture. Ensuite, bien sûr, il y a l'artiste qui assemble tout ça. Mais son travail, s'il reste dans l'atelier, ne sert à rien. Il faut des distributeurs, des galeries, des musées, pour le montrer. Et même là, ce n'est pas fini. C'est le regard des critiques et du public qui va finalement donner son sens, sa valeur à l'œuvre. C'est ce regard qui la transforme en chef-d'œuvre. Baker lui-même le résume avec une phrase assez provocatrice. Il dit « Il n'est pas exagéré de dire que c'est le monde de l'art, plutôt que l'artiste lui-même, qui réalise l'œuvre. » C'est fort, non? Ça veut dire que l'art, loin d'être une création pure et solitaire, est en fait et avant tout un produit social. D'accord, donc l'art est un produit social. Mais si on pousse le raisonnement encore plus loin, s'il n'est pas pur et détaché de tout, alors à quoi il sert? C'est là qu'on plonge dans sa dimension politique. Parce que oui, l'art a une vie politique. Loin d'être neutre, il a toujours été au cœur des luttes de pouvoir et des grands mouvements de société. En fait, on peut dire que l'art a toujours eu un double visage. D'un côté, c'est un instrument au service du pouvoir. Pensez aux pyramides d'Égypte, construites pour glorifier les pharaons, ou à l'art de propagande de nazis ou soviétique, fait pour modeler les esprits. Et puis, de l'autre côté, l'art peut être tout le contraire, une arme de résistance, un moyen de dire non, de contester l'oppression, et surtout d'imaginer que les choses pourraient être différentes. Et des exemples de ces voix qui résistent, il y en a partout, à travers le monde et les époques. Au Sénégal, on a Mariam Abba, qui avec un roman a remis en cause des traditions comme la polygamie. Aux États-Unis, comment ne pas penser à la musique soul et à James Brown, qui ont été un véritable cri de ralliement pour l'identité et la fierté noire. Ou encore Myriam Makeba, dont la musique est devenue un symbole de la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud. À chaque fois, c'est la même chose. L'art donne une voix à ceux qu'on essaye de réduire au silence. Bon, on a vu le social, le politique, mais l'art a une autre facette, peut-être encore plus intime, plus personnelle. Il ne s'agit pas seulement de beauté ou d'esthétique. L'art peut être un véritable outil thérapeutique, un moyen de soigner, de réparer les blessures de l'âme. Et attention, cette idée ne date pas d'hier, vraiment pas. Déjà, dans la Grèce antique, le philosophe Aristote parlait de catharsis, cette idée que l'art permet de purger ses émotions. Mais cette vieille intuition a vraiment pris forme au XXe siècle. On a d'abord eu des psychiatres comme Carl Jung qui ont commencé à utiliser le dessin avec leurs patients. Puis, le terme art-thérapie a été inventé, et finalement, dans les années 80, la discipline a été reconnue officiellement par le monde scientifique. Et quand on regarde les bienfaits, c'est assez impressionnant. Ça va de la réduction du stress et de l'anxiété au renforcement de l'estime de soi, en passant par l'amélioration des fonctions cognitives. C'est vraiment un outil d'une puissance incroyable pour notre bien-être à la fois mental et émotionnel. La question, c'est
Comment ça marche concrètement? Quel est le mécanisme? Eh bien, le secret, c'est que la création artistique permet de contourner nos défenses mentales et surtout notre langage verbal. Parfois, on n'a pas les mots pour exprimer une souffrance, un traumatisme, c'est trop difficile ou trop confus. L'art, lui, offre une autre voie. On peut le dessiner, le peindre, le modeler. En fait, l'art devient un langage, précisément là où les mots ne suffisent plus. Alors, récapitulons. On a vu l'art comme un produit social, comme un outil politique et comme un moyen de guérison. Après tout ce chemin, revenons à notre question de départ. Si l'art, ce n'est pas juste l'éclair de génie d'un artiste isolé, alors qu'est-ce que c'est au final? Eh bien, la réponse la plus honnête, c'est peut-être de dire que l'art est un immense paradoxe. C'est tout et son contraire en même temps. C'est un objet esthétique qu'on contemple pour sa beauté, et c'est un produit social fabriqué par un réseau. C'est un outil de contrôle politique et une arme de libération. C'est un investissement financier et un chemin de guérison très personnel. C'est une quête de beauté et une confrontation avec la laideur et l'amertume du monde. Donc s'il y a une seule chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. Il n'y a pas une définition de l'art. Ça n'existe pas. La signification d'une œuvre est fluide, elle change tout le temps. Ça dépend du contexte, des gens qui la fabriquent et la regardent, de l'intention qu'on y met. Et on comprend alors pourquoi le mythe du génie solitaire est si problématique. Il est juste beaucoup trop simple pour capturer cette incroyable complexité. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui est complètement tournée vers l'avenir, vers notre présent. Dans un monde qui fait face à la crise climatique, à la révolution de l'intelligence artificielle, à des tensions sociales partout, quel sera le prochain rôle de l'art? Quelle nouvelle fonction, quelle nouvelle utilité va-t-il inventer? Honnêtement, la page est encore blanche. Et c'est peut-être ça qui est le plus passionnant.